Des brumes du vieux siècle émergent les noms de Hengist et Horsa, figures légendaires du monde germanique. Selon les grandes traditions de l'ancienne Angleterre, ses frères menèrent les Angles, les Saxons et les Jutes, les peuples ancestraux de la race anglaise moderne, à travers la mer lors de leur arrivée fatidique sur les côtes de la Grande-Bretagne. Dans les anciens récits, Hengist est considéré comme le père fondateur du royaume de Kent. Légende et histoire se confondent. Certains chercheurs pensent que Hengist et Horsa n'étaient pas des hommes de chair et de sang, mais des échos d'un mythe plus ancien. Chez de nombreux peuples germaniques, on vénérait une paire sacrée de frères jumeaux divins. Et pourtant, leur nom perdure, tissé dans les plus anciennes chroniques de l'Angleterre. La chronique anglo-saxonne, l'histoire des Bretons, l'histoire du peuple anglais de Bède et l'histoire des rois de Bretagne. En vieil anglais, leurs noms portent une signification plus profonde. Hengist signifie les talons et Horsa signifie le cheval, symbole de puissance, de conquête et de destinée. Qu'il s'agisse de mythes ou de mémoires, leur légende galope à travers la naissance même de l'Angleterre. Voici leur histoire. La lignée de Hengist et Horsa ne provient pas d'une seule source, mais de nombreuses voix à travers les siècles, chacune préservant un fragment de légende, d'histoire et de croyance. Notre premier témoin est Bède, le grand moine et historien du 8e siècle. Dans son histoire du peuple anglais, Bède cherchait à consigner les origines des Anglais avec un soin érudit. Pourtant, même lui a préservé l'ancienne tradition royale. Selon Bède, Hengist et Horsa étaient les fils de Witgil, fils de Wither, fils de Vecter, et finalement les descendants de Woden, le dieu principal du monde germanique. Pour les premiers rois anglo-saxons, cette ascendance divine n'était pas une métaphore. C'était la source de leur autorité, leur droit de régner. Une généalogie ultérieure et plus développée apparaît dans l'histoire des Bretons du 9e siècle. Cet ouvrage retrace la lignée des frères encore plus loin dans le passé. Ici, Hengist et Horsa sont présentés comme les fils de Gwytglis, fils de Gwishta, fils de Gweshta, fils de Viuden, fils de Frilulf, fils de Fredolf, fils de Finn, fils de Folegwilad, et enfin Geta. À propos de Geta, le texte fait une affirmation précise. On disait qu'il était le fils d'un dieu, non pas le dieu tout-puissant du christianisme, mais une divinité païenne, une idole adorée par les païens. L'auteur, écrivant dans une perspective chrétienne, condamne cette lignée comme une tromperie démoniaque tout en la préservant pour l'histoire. Des siècles plus tard, la tradition refait surface dans le nord. L'historien islandais Snorri Sturluson mentionne Hengist dans le prologue de son Edda en prose. Snorri présente une histoire des dieux germaniques, les décrivant non pas comme des êtres divins, mais comme de puissants rois de l'Antiquité, dont les exploits ont ensuite été transformés en mythes. Dans son récit, Woden nomme 3 de ses fils pour gouverner la Saxe. La Saxe orientale est donnée à Vegdeg, dont le fils est Witgild, le père de Vita, et de Vita naît Hengist, un homme se tenant à la frontière entre la légende et l'histoire écrite. Pris ensemble, ces sources révèlent plus que de simples ascendances. Elles montrent comment les peuples du début du Moyen-Âge comprenaient le pouvoir, l'origine et la destinée. Qu'ils soient considérés comme des guerriers, des rois ou les échos de dieux oubliés, Hengist et Horsa sont apparus non seulement comme des hommes, mais comme des symboles d'un monde où le mythe et l'histoire avançaient côte à côte. L'histoire des Bretons du 9e siècle, traditionnellement attribuée à l'écrivain britannique Nennius, raconte comment le destin de la Grande-Bretagne a changé à jamais sous le règne du roi Vortigern, roi des Bretons. À cette époque, 3 navires arrivèrent d'outre-mer, transportant des exilés d'Allemagne. Ils étaient dirigés par les frères Hengist et Horsa. En l'an 447, Vortigern les accueillit comme alliés et leur accorda l'île de Thanet, leur permettant de s'y installer en amis. Pendant un certain temps, les Saxons vécurent paisiblement sur l'île. Vortiger leur promit de la nourriture, des vêtements et des provisions en échange de leur aide pour combattre les ennemis de la Grande-Bretagne. Mais à mesure que de plus en plus de Saxons arrivaient, leur nombre devint trop important, et les Bretons ne purent plus tenir leurs promesses. Vortiger leur dit alors que leur service n'était plus nécessaire
et leur demanda de rentrer chez eux. Au lieu de cela, Vortigern permit à Hengist de demander des renforts. Des messagers furent envoyés dans des contrées lointaines appelées City, où des guerriers furent choisis et envoyés en Grande-Bretagne à bord de 16 navires. Avec eux vint la fille de Hengist, renommée pour sa beauté. Hengist prépara bientôt un grand festin et invita Vortigern, ses officiers et Seratic, son interprète. Avant que le festin ne commence, Hengist ordonna à sa fille de servir aux invités de grandes quantités de vin et de bière afin qu'ils boivent abondamment. Au fil de la nuit, Vortigern fut ensorcelé par elle. Submergé par le désir, il promit à Hengist tout ce qu'il voudrait en échange de sa main en mariage. Après avoir consulté les anciens de son peuple, Hengist demanda le Kent. Ignorant que le Kent avait déjà un souverain, Vortigern accepta. Vortigern prit la fille de Hengist pour épouse et l'aima profondément. Hengist déclara alors au roi qu'il serait à la fois son conseiller et son protecteur, se vantant que son peuple était fort, féroce et né pour la guerre. Avec la permission de Vortigern, Hengist fit venir son fils Hochta et son frère Abissa pour combattre les Écossais et les peuples au-delà du mur du Nord. Ils arrivèrent avec 40 navires, contournèrent la terre des Pictes, conquirent de nombreuses régions et attaquèrent même les îles Orcades. De plus en plus de Saxons suivirent, jusqu'à ce que des terres entières soient vidées de leurs anciens habitants. Pendant ce temps, Vortigern tomba en disgrâce. Il mit en colère Germain, l'évêque d'Auxerre, en épousant sa propre fille et en ayant un enfant avec elle. Craignant d'être jugé, Vortigern se cacha sur la vie de son conseil. Finalement, son fils Vortimer se souleva contre les Saxons. Il mena les Bretons au combat contre Hengist et Horsa, les repoussant jusqu'à Thanet et les y piégeant. La guerre fit rage, allant d'un camp à l'autre. Vortimer mena 4 grandes batailles, d'abord à Thanet, puis à la rivière Derwent, ensuite à Epsford, où Horsa et l'autre fils de Vortigern, Catigern, furent tous deux tués. Et enfin, près des rivages de la mer des Gaules, où les Saxons furent vaincus et forcés de fuir vers leurs navires. Mais après peu de temps, Vortimer mourut. Avec sa mort, les Saxons revinrent plus forts qu'auparavant, aidés par des alliés païens venus d'outre-mer. Hengist rassembla ses forces et envoya une offre de paix à Vortigern, désespéré. Le roi accepta. Hengist organisa alors un autre festin, invitant à la fois les chefs bretons et saxons. En secret, il ordonna à ses hommes de cacher des couteaux sous leurs pieds. Au signal, Hengist s'écria « Nema der sexa, prenez vos couteaux ». En un instant, les Saxons massacrèrent les Bretons désarmés. Seul Vortigern fut épargné. Il acheta sa vie en cédant l'Essex, le Sussex, le Middlesex et les autres terres aux Saxons. Les Saxons continuèrent de gagner en force et en nombre, et lorsque Hengist mourut finalement, son fils Octer prit sa place, assurant ainsi que la domination saxonne sur la Grande-Bretagne perdurerait. La chronique anglo-saxonne, conservée dans 9 manuscrits rédigés entre le 9e et le 12e siècle, offre un autre récit puissant de la façon dont Hengist et Horsa sont arrivés en Grande-Bretagne et comment leur venue a changé le pays à jamais. Selon la chronique, en l'an 449, le roi Vortigern invita Hengist et Horsa en Bretagne pour aider à défendre le royaume contre les attaques des Pictes. Les deux frères ont débarqué à Ebbsfleet et, partout où ils rencontraient l'ennemi, ils repoussaient les Pictes au combat. Après ces victoires, Hengist et Horsa envoyèrent des messages de l'autre côté de la mer, vers leur patrie en Allemagne. Ils parlèrent de la faiblesse des Bretons et de la grande richesse et fertilité de la terre. Ils demandèrent des renforts et leur appel fut entendu. Bientôt, d'autres guerriers et colons commencèrent à arriver. Ces nouveaux arrivants venaient de 3 grands peuples germaniques, les Saxons, les Angles et les Jutes. Avec le temps, ils se sont répandus à travers la Bretagne. Les Saxons se sont installés dans l'Essex, le Sussex et le Wessex. Les Jutes ont pris le Kent, l'île de Wight et des parties du Hampshire. Les Angles ont revendiqué l'Est Anglie, la Mercie et la Northumbrie, abandonnant leur ancienne patrie d'Angelins qu'ils laissèrent déserte. La chronique poursuit son récit de guerre et de conquête.
En l'an 455, Hengist et Horsa ont combattu Vortigern lors de la bataille d'Aelford. Horsa a été tué lors des combats, mais Hengist a survécu et a pris le contrôle du royaume avec son fils Esk. 2 ans plus tard, en 457, Hengist et Esk affrontèrent de nouveau les Bretons à Crayford, où ils tuèrent 4000 hommes. Les Bretons survivants quittèrent entièrement le Kent. En 465, Hengist et Esk livrèrent encore une autre bataille, cette fois à Ebbfleet. Là, ils tuèrent 12 chefs bretons, brisant encore davantage la résistance. La dernière mention de Hengist dans la chronique date de l'année 473. À ce moment-là, Hengist et Esk auraient pris d'immenses trésors, tandis que les Bretons sont décrits comme fuyant devant les Anglais, comme devant le feu. Avec ces mots, la chronique marque la fin d'une époque et l'avènement d'une autre. Hengist et Horsa figurent parmi les principaux chefs de l'arrivée anglo-saxonne en Bretagne. Alors que les origines de nombreux premiers fondateurs sont enveloppées de récits douteux et de souvenirs qui s'estompent, les noms de Hengist et Horsa perdurent. Leur histoire n'est pas seulement une légende, mais elle est consignée et reprise dans les textes les plus anciens, préservée par des chroniqueurs qui croyaient que leurs actions avaient façonné la naissance de l'Angleterre. On dit que Hengist a fondé le royaume de Kent, et après sa mort, le trône est passé à son fils Esk, également connu sous le nom d'Oisc, dont est issue la maison royale appelée les Oeskingas. Cette dynastie allait régner sur le Kent pendant des siècles. Le descendant le plus renommé de Hengist était le roi Ethelbert de Kent, célébré comme un Bretwalder, un souverain reconnu comme suzerain d'une grande partie de la Bretagne. Ethelbert fut également le premier roi anglo-saxon à embrasser le christianisme. Sous le règne d'Ethelbert, le Kent était le royaume le plus puissant d'Angleterre, son prestige reposant à la fois sur la conquête, la royauté sacrée et l'héritage de son fondateur légendaire. Pourtant, au fil des siècles, le pouvoir de la lignée de Hengist s'est lentement affaibli. Au 8e siècle, le Kent était tombé sous la domination de la Mercie, dirigée par Offa, l'un des plus grands et des plus redoutables rois anglo-saxons. Ethelbert II est le dernier roi du Kent bien documenté, que l'on peut placer avec certitude dans la lignée de Hengist. L'autorité de la Mercie ne dura pas éternellement. En l'an 825, la Mercie fut brisée par le Wessex lors de la bataille d'Ellendon et le roi vassal Mercien Baldred fut chassé du Kent. À partir de ce moment, le Kent passa sous le contrôle des Saxons de l'Ouest. Au cœur de ce tournant se tient le roi Egbert, désigné dans de nombreuses sources comme roi du Wessex, de l'Essex et du Kent. Son père est traditionnellement identifié comme Aemund, le roi du Kent, ce qui soulève une question profonde et fascinante. Si la lignée directe de Hengist n'a jamais vraiment été rompue, alors le sang de Hengist, chef de la Grande Migration, pourrait s'être mêlé au sang de Cerdic, fondateur de la maison royale des Saxons de l'Ouest. Il pourrait y avoir des signes subtils de cette union. Le fils d'Egbert, Ethelwulf, nomma son fils aîné Ethelstan roi du Kent, où il régna jusqu'en 851. Était-ce un écho délibéré d'une ancienne tradition du Kent préservée au sein de la lignée? À cette époque, cette seule maison régnait sur le Wessex, le Kent, le Surrey et le Sussex, unissant le sud de l'Angleterre sous une seule dynastie. Avec le temps, le royaume du Kent fut entièrement absorbé par le Wessex, et le Wessex donna naissance au royaume d'Angleterre, dirigé par les rois saxons de l'Ouest. Ainsi, la question demeure, planant comme un écho venu de l'âge des légendes. Le roi Egbert était-il du sang de Hengist? Si tel est le cas, la lignée des rois d'Angleterre pourrait remonter jusqu'au fondateur même du Kent. Les historiens restent divisés. Certains pensent qu'Egbert appartenait entièrement à la dynastie des Saxons de l'Ouest, descendants de Cerdic. D'autres suggèrent une lignée mixte où le sang du Kent et du Wessex ne faisait plus qu'un. La vérité demeure cachée dans l'ombre, entre mythe et histoire, là où le destin des royaumes s'est forgé et où l'héritage de Hengist pourrait encore subsister. Dans l'aube sombre de la Bretagne post-romaine, un nom émerge de la brume de la légende et de l'histoire, Cerdic.
La chronique anglo-saxonne le salue comme le fondateur et premier roi du Wessex, un chef de guerre qui régna de 519 à 534 et dont tous les rois ultérieurs du Wessex revendiqueraient la descendance. Pourtant, Cerdic n'est pas un simple personnage issu de faits avérés. Ses origines, son appartenance ethnique, voire même son existence même, font l'objet de débats acharnés, le laissant suspendu entre mythe et mémoire. Pour ses contemporains, Cerdic n'aurait pas été connu comme un roi saxon de l'Ouest, mais comme le chef des Gewissae, une tribu. On pense qu'il s'agissait de mercenaires germaniques qui se sont installés en Bretagne après le retrait des Romains. Fait intriguant, le nom de Cerdic lui-même pourrait ne pas être germanique du tout. De nombreux chercheurs pensent qu'il dérive du brittonique Karatikos, ce qui suggère que Cerdic aurait pu être un brittonique de souche dont la dynastie s'est anglicisée au fil des générations. Cette possibilité se retrouve dans les noms de ses descendants. Par exemple, Silwyn, Ceder et Cadwalla, des noms qui évoquent un monde hybride où les cultures se sont affrontées et mêlées. La chronique anglo-saxonne, rédigée plus de 3 siècles après la mort de Cerdic sous le règne d'Alfred le Grand, est indéniablement façonnée par le temps, la politique et la création de mythes. Pourtant, dans ces pages, Cerdic est immortalisé comme le premier roi du Wessex, sa lignée remontant non seulement à des ancêtres mortels, mais jusqu'à Woden lui-même, le dieu suprême du panthéon germanique. La description suivante de Cerdic se trouve dans la chronique anglo-saxonne, et je vais la reformuler en anglais moderne pour la rendre plus compréhensible. Cerdic et son fils Cynric arrivèrent en Grande-Bretagne avec 5 navires, débarquant à un endroit qui sera à jamais connu sous le nom de rivage de Cerdic. Cerdic n'était pas un chef de guerre ordinaire. On disait que sa lignée remontait à travers des générations de rois et de héros. Cerdic, fils d'Elesa, Elesa, fils d'Esla, Esla, fils de Giwis, Giwis, fils de Wig, Wig, fils de Frewin, Frewin, fils de Trifogar, Trifogar, fils de Brand, Brand, fils de Beldéag, Beldéag, fils de Odin, chef des dieux. 6 ans après leur débarquement, Cerdic et Cynric conquirent la terre qui allait devenir le Wessex, chassant les souverains britanniques qui la détenaient auparavant. Ils furent les premiers rois à revendiquer ce royaume pour les Saxons de l'Ouest. En l'an 495, 2 nobles chefs de guerre traversèrent la mer vers la Grande-Bretagne, Cerdic et son fils Cynric. Ils arrivèrent avec 5 navires à un endroit qui fut ensuite connu sous le nom de rivage de Cerdic. Le jour même de leur débarquement, ils affrontèrent les Bretons au combat et la lutte pour la terre commença. En l'an 508, Cerdic et Cynric affrontèrent le roi britannique Nathonleld au combat et l'abattirent, ainsi que 5000 de ses guerriers. À partir de cette victoire, la terre allant de Netley jusqu'au gué de Cerdic porta le nom du roi déchu, marquant ainsi l'effusion de sang qu'il avait conquise. En l'an 519, Cerdic et Cynric prirent la royauté des Saxons de l'Ouest. La même année, ils combattirent de nouveau les Bretons au gué de Cerdic. À partir de ce moment, la lignée royale des Saxons de l'Ouest commença à régner, et leurs descendants gouverneraient à partir de ce jour. En l'an 527, Cerdic et Cynric livrèrent une autre grande bataille contre les Bretons à un endroit appelé la Clairière de Cerdic, poursuivant leur conquête plus profondément dans le pays. En l'an 530, Cerdic et Cynric conquirent l'île de Wight, tuant de nombreux ennemis lors de la bataille à la forteresse de Whitgar. L'île fut soumise à leur domination par la force des armes. En l'an 534, Cerdic mourut. Après sa disparition, son fils Cynric régna sur les Saxons de l'Ouest pendant 26 hivers. Ensemble, ils accordèrent toute l'île de Wight à leur neveu Stuff et Whitgar pour qu'ils la détiennent en leur nom. L'historien John Myers a observé que lorsque Cerdic et son fils Cynric apparaissent pour la première fois dans la chronique anglo-saxonne sous l'année 495, ils sont décrits non pas comme des rois mais comme des aldermen, un rang qui, à l'époque, était relativement modeste. Ce détail est frappant. La chronique les présente comme des chefs de bande d'envahisseurs, mais n'offre aucune explication claire sur leur autorité ou leurs origines.
Pourquoi alors leur attribue-t-on un titre habituellement associé à l'administration locale plutôt qu'à un pouvoir indépendant? Pour Myers, cela suggère quelque chose de bien plus complexe qu'une simple invasion étrangère. Il a soutenu que la chronique laisse subtilement entendre que Serdic et son peuple détenaient déjà un statut et des responsabilités sous l'autorité romaine le long de ce tronçon de la côte saxonne. Plutôt que d'arriver comme des étrangers, ils auraient pu être intégrés aux structures administratives et militaires existantes de la Bretagne romaine tardive. Fait significatif, ce n'est qu'en l'an 519 que l'on dit que Serdic et Cynric ont commencé à régner. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils semblent dépasser le rôle de fonctionnaires subalternes ou de vassaux dépendants et assumer la royauté en leur propre nom. Myers a donc proposé que Serdic ait pu être le chef d'une puissante famille noble, en partie britannique. Détenant de vastes terres à l'extrémité occidentale du Litius Saxonicum, la côte saxonne, une zone militaire fortifiée de la fin de l'Empire romain, s'étendant des deux côtés de la Manche. Dans les derniers jours de la domination romaine ou subromaine, une telle famille aurait très bien pu se voir confier la défense de cette frontière. En termes anglo-saxons ultérieurs, Serdic aurait été précisément ce que l'on appellerait un éal dormant. Si une lignée autochtone dominante avait déjà noué des liens de sang avec les colons saxons de la région, il est facile de comprendre comment l'opportunité a suivi l'effondrement. À mesure que l'autorité romaine s'affaiblissait, puis disparaissait, la famille de Serdic a très bien pu choisir d'agir de manière indépendante pour prendre le contrôle, plutôt que d'attendre des ordres qui ne viendraient jamais. En éliminant les chefs britanniques rivaux, peut-être y compris le mystérieux Nathan Léord, mentionné dans l'entrée de la chronique, pour l'année 508, il pouvait revendiquer la maîtrise totale du territoire. Dans cette optique, Serdic n'a pas simplement conquis un royaume, il a comblé le vide laissé par un empire, transformant l'autorité héritée en royauté. Ainsi, lorsque la chronique rapporte qu'il a commencé à régner, cela ne marque pas une arrivée soudaine, mais la rupture définitive avec toute autorité supérieure, romaine ou britannique, et la naissance d'une nouvelle maison royale. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, car dans la chronique anglo-saxonne, il est clairement indiqué que Serdic et son fils, Cynric, sont arrivés avec 5 navires à un endroit qui fut ensuite appelé la côte de Serdic. La descendance de Serdic est devenue le véritable fondement de la royauté dans le Wessex. Selon la liste généalogique des Saxons de l'Ouest, chaque roi du Wessex revendiquait une descendance directe par la lignée masculine de Serdic, liant ainsi l'autorité royale à son sang. Un manuscrit du Xe siècle, connu sous le nom de Collection anglicane, compilé à Glastonbury pendant le règne du roi Æthelstan, le premier roi d'Angleterre, consigne cette lignée dans son intégralité, affirmant que même le tout premier monarque d'Angleterre faisait remonter son droit de régner à Serdic. À partir de ses débuts, le Wessex de Serdic s'est élevé pour devenir le royaume le plus puissant du pays. Au début du IXe siècle, le roi Egbert a étendu sa domination grâce à sa victoire sur la Mercie, obtenant le titre de Bredwalder ou souverain au pouvoir étendu. Cet héritage passa à son fils Æthelwulf, qui consolida les conquêtes de son père et renforça les bases militaires et économiques du Wessex. Face à la montée des raids vikings, Æthelwulf s'est adapté et a tenu bon, assurant la survie du royaume. Ses fils régnèrent les uns après les autres, chacun mourant à son tour, jusqu'à ce que la couronne revienne au plus jeune et au plus grand d'entre eux, Alfred le Grand. Alfred a mérité son nom non seulement par la conquête, mais aussi par le salut. Il a sauvé le Wessex de la destruction viking, unifié les royaumes anglo-saxons fracturés et transformé son royaume grâce à des réformes dans l'éducation, la loi et l'organisation militaire. Il n'était pas seulement un guerrier, mais un visionnaire qui a reconstruit une nation. Son fils, Édouard l'Ancien, a transformé les réalisations défensives d'Alfred en une campagne d'expansion agressive et couronnée de succès. Grâce à des villes fortifiées, à une puissance économique et à une pression constante, il a brisé la puissance danoise dans le sud de l'Angleterre et jeté les bases d'un royaume anglais unifié, forçant la soumission des souverains rivaux partout en Mercie et en Northumbrie. Le fils d'Édouard, Æthelstan, est devenu le premier véritable roi d'Angleterre.
Grâce à son génie militaire, notamment lors de la bataille de Brunanburg, et à une gouvernance centralisée et avisée, il a unifié le royaume et a élevé l'Angleterre au rang de puissance reconnue en Europe, admirée pour son érudition, sa piété et son autorité. Ainsi, la maison de Wessex est devenue la première maison royale d'Angleterre. Leur règne direct prit fin en 1066 avec la mort d'Édouard le Confesseur, un roi pacifique bien éloigné des rois guerriers qui avaient forgé et défendu le royaume. Pourtant, l'héritage de Cerdic ne s'est pas éteint. Après la conquête normande, Mathilde d'Écosse, fille de Marguerite de Wessex, qui descendait du légendaire roi guerrier Edmond Côte de Fer, épousa Henri Ier d'Angleterre. Restaurer la lignée de Cerdic sur le trône d'Angleterre par la lignée féminine. Ainsi, le sang de Cerdic régna comme roi de Wessex pendant plus de 3 siècles, comme roi d'Angleterre pendant plus de 100 ans, et revint à la monarchie même après que la conquête et la couronne eurent changé de main. Son héritage a perduré non seulement dans les noms ou les chroniques, mais dans la création même de l'Angleterre. Dans l'aube ombragée du début du monde médiéval, une nouvelle puissance s'est élevée au cœur de la Grande-Bretagne, la Mercie, un royaume taillé dans la forêt, la rivière et une volonté de fer. L'un des 7 grands royaumes de l'époque anglo-saxonne, la Mercie se dressait là où se trouvent aujourd'hui les Midlands anglais, et à son origine se tenait un seul homme. Éselle était considéré comme le premier roi des Merciens, un souverain dont la lignée remontait à travers la mer du Nord jusqu'aux anciennes maisons royales du monde germanique continental. Seule parmi les dynasties royales du monde anglo-saxon, la dynastie mercienne revendiquait une descendance non seulement de guerriers, mais aussi de rois qui régnaient avant la migration. Vers l'an 515, alors que la Bretagne romaine s'effaçait dans les mémoires, Éselle aurait conduit son peuple à travers les eaux froides et agitées de la mer du Nord, vers une terre divisée, disputée et mûre pour la conquête. De ce bouleversement, il a forgé un nouveau peuple, un nouveau royaume et une maison royale qui allait durer des siècles. La maison d'Éselle, les Eastlingers, l'une des dynasties les plus redoutables que l'Angleterre ait jamais connues. De sa lignée émergera Penda, le dernier grand roi païen des Anglo-Saxons, craint, implacable et invaincu au combat jusqu'à sa mort légendaire. Et plus tard, Offer, le plus puissant de tous les souverains merciens. Un roi qui osa se proclamer roi des Anglais, qui fit construire une grande digue à travers le pays et dont le penny d'argent transforma l'économie de l'Angleterre. Pourtant, Éselle lui-même est né à une époque antérieure, aux chroniques, aux témoignages et aux certitudes. Sa vie n'a jamais été consignée par écrit, mais son nom a perduré. Voici son histoire. On disait qu'Éselle était le fils d'Éomer, roi des Angles, un peuple né dans les terres étroites d'Angelen, ce qui correspond aujourd'hui au nord de l'Allemagne, bien avant que leur destin ne les mène au-delà de la mer. De cette ancienne patrie, la mémoire de leur roi n'était pas seulement consignée dans les chroniques, mais chantée, préservée dans la poésie héroïque du Widsith, un vieux poème anglais, Beowulf, une épopée dans la tradition de la légende héroïque germanique, et plus tard consignée dans les pages de la chronique anglo-saxonne. La chronique relate la lignée des rois de Mercie, comme une chaîne ininterrompue remontant à travers des générations de guerriers et de souverains. Knéber était le fils d'Aïzel, Aïzel, le fils d'Éomer, Éomer, le fils d'Anglato, Anglato, le fils d'Offer, Offer, le fils de Weymund, Weymund, le fils de Whitleg, Whitleg, le fils de Woden. La même tradition se retrouve dans le Textus Rofensis, qui parle du premier roi de Mercie, Aïssel, né d'Éomer, dont les ancêtres remontent jusqu'à Woden. Pourtant, ces noms ne sont pas de simples échos du mythe. Beaucoup des ancêtres d'Aïssel s'inscrivent fermement dans la tradition héroïque de l'Europe du Nord. Son arrière-grand-père, Offer d'Angel, reconnu comme un roi puissant et légendaire des Angles, apparaît non seulement dans la poésie anglaise, mais aussi dans le Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Là-bas, il est célébré comme un souverain danois d'une époque si ancienne que le pays lui-même n'avait pas encore été appelé Danemark. Le père d'Offer,
Waymond est également reconnu à travers le monde de la mer du Nord, loué dans le Gesta Danorum et immortalisé dans l'épopée de Beowulf, où les exploits de sa lignée sont intégrés à la trame de la légende héroïque. Ainsi, Aezel n'était pas d'origine obscure. Il se tenait à la fin d'une longue lignée illustre de rois, de guerriers et de dieux, portant le poids d'une autorité ancestrale venue du continent jusqu'en Bretagne, où un nouveau royaume s'élèverait en son nom. Aezel est né avant le tournant du VIe siècle. Si les anciennes généalogies disent vrai, il hérita de la royauté des Angles à la mort de son père Éomer, régnant depuis l'ancienne patrie continentale d'Anglen sur les rives septentrionales du monde germanique. Mais Aezel serait le dernier roi d'Anglie dans cette terre ancestrale. Aux alentours de l'an 510, alors que l'ordre romain en Bretagne disparaissait dans les mémoires et que de nouvelles puissances poussaient vers l'ouest, Aezel mena son peuple à travers les eaux froides de la mer du Nord. Ce n'était pas simplement une migration, mais un exode royal, un déplacement d'une maison régnante, de bandes de guerriers et de familles, emportant avec eux leurs lois, leurs dieux et leurs prétentions à la royauté. La tradition veut qu'au cours de la même année, Aezel se soit établi comme roi des Merciens, fondant un nouveau royaume au cœur de la Bretagne. En suivant les grands systèmes fluviaux, le Wash, la Tran et les vallées fertiles au-delà, son peuple s'est enfoncé à l'intérieur des terres, s'installant, conquérant et remodelant le pays. En l'an 527, l'avancée d'Aezel l'avait mené à travers l'Est-Anglie et profondément au cœur même de la Mercie. Bien qu'écrit des siècles plus tard, le Floris Historiarum conserve la mémoire de cette époque violente. Des païens sont venus d'Allemagne et ont occupé l'Est-Anglie, le pays des Angles de l'Est, et certains d'entre eux ont envahi la Mercie et mené la guerre contre les Bretons. Derrière ces mots se cache un monde de villages incendiés, de frontières mouvantes et de royaumes bretons en plein effondrement. L'ascension d'Aezel s'est déroulée au milieu de ce chaos, non pas comme un conquérant solitaire, mais comme l'architecte d'un nouvel ordre politique, forgé là où les anciens pouvoirs se sont effondrés. Aux alentours de l'an 526, son fils Cnéba naquit, héritier d'une royauté qui n'était plus liée au continent, mais enracinée sur le sol breton. À la fin du règne d'Aezel, on dit qu'il détenait de vastes territoires, à la fois en Est-Anglie et en Mercie, une autorité suffisamment large pour que les générations suivantes se souviennent de lui non seulement comme d'un chef, mais comme du premier véritable roi de Mercie. Bien que sa vie n'ait jamais été consignée par ceux qui l'ont connu, la trace de son héritage a perduré. Lorsqu'Aezel mourut, peut-être vers l'an 535, le royaume qu'il avait fondé ne se fragmenta pas et ne disparut pas. Le pouvoir passa sans heurts à son fils Cnéber, et la maison royale qu'il avait fondée, les Islingas, allait dominer le centre de l'Angleterre pendant des siècles. Aezel lui-même se situe dans une zone d'incertitude entre l'histoire et la mémoire. Son existence ne peut être prouvée sans aucun doute, mais elle ne peut pas non plus être écartée. L'historien médiéval Nicolas Brooks suggère que si Aezel était réellement un personnage historique, il aurait vécu entre l'an 450 et 525. Dans les premières années qui ont suivi le retrait de Rome de la Bretagne, il était probablement considéré comme le fondateur de la dynastie royale de Mercie. Non pas parce qu'il a régné sur un royaume pleinement constitué, mais parce qu'il fut le premier de sa lignée à s'établir en Bretagne. Les Islingas prétendirent plus tard descendre des souverains et des figures héroïques des Angles du continent et remonter à leur lignée jusqu'à Woden, l'ancien dieu de la guerre du monde germanique. Cependant, Brooks avertit qu'il ne faut pas voir ces affirmations comme une preuve de suprématie précoce. Avant l'ascension du roi Pender, les Islingas n'étaient très probablement ni plus ni moins royaux que les familles dirigeantes des autres petits peuples des Midlands. Dans ce contexte, Aezel n'apparaît pas comme le souverain d'un grand royaume, mais comme le chef d'un groupe anglo-migrant vers la Bretagne, un homme dont on se souvient pour sa migration plutôt que pour son pouvoir. Sa vie se situe au commencement de l'histoire mercienne, mais le royaume lui-même ne prendra forme que plusieurs générations plus tard. Entre Aezel et l'émergence de la Mercie, il y a 3 générations. Son fils Cnéber fut suivi par Sinwald, puis par Créoda,
une figure que de nombreux historiens considèrent comme le premier véritable roi de la Mercie. Ainsi, l'importance d'Ezel ne réside pas dans le pouvoir qu'il exerçait, mais dans la lignée qu'il a fondée. Il marque le moment où une famille a traversé la mer, s'est enracinée en Grande-Bretagne et a déclenché une chaîne d'héritage qui, avec le temps, donnerait naissance à l'un des plus grands royaumes d'Angleterre. De la silhouette obscure d'Ezel a émergé une lignée qui allait façonner le destin de l'Angleterre pendant plus de 2 siècles. C'est sous Pender qui monta sur le trône de Mercie vers l'an 626 que le pouvoir des Islingas entra pour la première fois dans la lumière claire de l'histoire. Pendé est le plus ancien roi mercien mentionné dans la collection anglienne, et il se distingue à la fois comme un chef de guerre redoutable et comme le dernier roi païen de Mercie. À partir de son règne, la maison fondée par Ezel fournirait pas moins de 11 rois au trône de Mercie. La dynastie atteignit le sommet de son autorité sous Ofer de Mercie, un souverain dont le pouvoir s'étendait bien au-delà de ses propres frontières. Ofer a soumis les autres royaumes anglo-saxons à sa volonté, a forgé des alliances avec les grandes cours d'Europe et a osé se proclamer roi des Anglais. Son règne a marqué le moment où la Mercie n'était plus simplement un royaume parmi d'autres, mais comme la puissance dominante de l'île. Mais ces sommets durent rarement longtemps. Après la mort d'Offa, les fondations de sa dynastie commencèrent à se fissurer. Son fils Ecgfrith lui succéda, mais selon la chronique anglo-saxonne, son règne ne dura que 141 jours. Les récits historiques révèlent le sombre prix de l'ambition d'Offa. Offa, déterminé à assurer la couronne à son fils, avait versé beaucoup de sang, éliminant ses rivaux et renforçant son emprise sur la succession. Offa avait couronné Ecgfrith de son vivant et écarté les prétendants rivaux. Malgré tout, ces mesures ont été désastreuses. Lorsqu'Ecgfrith est mort, il ne restait plus d'héritier mâle proche pour perpétuer la lignée. Son successeur, Sionwulf, n'était qu'un parent éloigné. Et avec la mort d'Ecgfrith, la lignée directe d'Aezel prit fin. La grande maison des Islingas allait s'effacer du pouvoir. Pourtant, les dynasties ne disparaissent jamais totalement. Bien que les Islingas aient perdu leur couronne, leur mémoire perdura dans la terre elle-même. À travers l'Angleterre, on pense que les noms de lieux conservent des échos d'Ezel et de son peuple. Icklingham, Ickleton, Ickleford et Ixworth rappellent silencieux que bien avant les chartes et les chroniques, le nom d'un roi pouvait être inscrit dans la terre. Ainsi prit fin le règne des Islingas. Aezel ne fut pas retenu pour des actes consignés à l'encre, mais pour un héritage qui a transformé le cœur de l'Angleterre. Avant que l'Est Anglie n'ait des saints et des monastères, avant que ses rois ne soient couronnés dans des salles de pierre ou consignés dans la loi écrite, il y avait VR. Dans les siècles obscurs du VIe âge, alors que de nouveaux peuples traversaient la mer et que l'ancien monde romain disparaissait enfin de la Bretagne, la tradition anglo-saxonne se souvient de Weher comme du premier roi des Angles de l'Est. S'il a réellement existé, comme le suggèrent les archives, il a régné en tant que seigneur païen, à une époque de colonisation et de lutte, lorsque des migrants venus de Frise et de la péninsule du Jutland méridional ont fondé un nouveau royaume le long des côtes orientales de l'Angleterre. C'était une époque antérieure aux chroniques, où le pouvoir se transmettait par le sang et par l'épée. De Weher viendrait Wulfer, son fils, qui fonda la maison des Woofingers, la dynastie royale qui régna sur l'Est Anglie pendant des générations, sur les terres qui deviendraient le Norfolk et le Suffolk. Sous les Woofingers, l'Est Anglie s'imposerait comme l'un des grands royaumes anglo-saxons, ses rois enterrés avec des trésors, ses guerriers immortalisés dans la légende. Néanmoins, une grande part de leur histoire s'est perdue avec le temps. Les invasions vikings du IXe siècle et la dissolution des monastères au XVIe siècle ont détruit les bibliothèques où leurs exploits étaient autrefois conservés. Ce qu'il reste, ce sont des fragments, des noms, des lignées, des échos. Un de ces échos subsiste dans l'Historia Britannum qui nomme Weher, père de Wulfer, comme le premier des Woofingers. À partir de cette seule mention, les historiens font remonter les origines de la dynastie au milieu du VIe siècle, lorsque l'Est Anglie émergea pour la première fois de la brume en tant que royaume. Voici son histoire.
La collection anglienne conserve l'une des grandes généalogies royales du monde anglo-saxon, une lignée tissée autant de mythes que de souvenirs. Selon cette tradition, Weher s'inscrit dans une ancienne lignée de père et de fils. Né de Wilhelm, issu de Hert, Hert de Rodmond, Rodmond de Trigil, Trigil de Titman, Titman de Casser, fils d'Odin, et Casser lui-même, remontant à Odin, le dieu de la royauté, de la guerre et du destin. Grâce à cette lignée sacrée, on croyait que le sang divin coulait directement dans les maisons royales des Angles de l'Est. De Weher naquit Woofer, le fondateur de la dynastie des Woofingers, dont le nom résonnerait à travers l'histoire de l'Est-Anglie. Les rois Woofingers régneraient plus tard, comme seigneurs des côtes orientales, leur autorité étant liée non seulement à la terre et à l'épée, mais aussi à un souvenir soigneusement préservé de leur ascendance issue des dieux et des héros. Si Weher est accepté comme le véritable fondateur de la dynastie, alors c'est à cette époque que le pouvoir de la famille s'est d'abord solidement enraciné en Est-Anglie. Avant cela, leurs ancêtres appartenaient probablement à un monde brumeux de souverains semi-légendaires dont le souvenir venait peut-être de leur patrie continentale ou scandinave, où des rois angliens et géates régnaient autrefois de l'autre côté de la mer du Nord. Weher se situe à l'aube de la dynastie, un chef parmi les nouveaux arrivants qui ont traversé la mer vers l'Angleterre. Il était presque certainement un roi, ou du moins un grand chef du peuple dont il était issu, portant une autorité acquise par la lignée, la guerre et le commandement. Pourtant, la terre d'origine de Weher demeure voilée d'incertitudes, et de cette incertitude naissent des traditions rivales. Certains érudits situent sa patrie dans le sud du Jutland, parmi les peuples angliens du nord continental. D'autres placent encore plus loin ses origines, au-delà des eaux froides de la Baltique. Selon ce point de vue, les Angles de l'Est sont identifiés aux Götar, un peuple nord-germanique qui vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Suède, célèbre dans la légende pour ses rois guerriers. Pendant un temps, les richesses découvertes à Sutton Hoo semblaient donner un poids considérable à cette revendication du Nord. L'épée, le casque et le grand bouclier provenant de la sépulture navale étaient considérés comme de très anciens héritages des Woofingers, transportés par-delà la mer depuis la Suède au début du VIe siècle. Des trésors qui témoigneraient d'une maison royale nouvellement transplantée, mais farouchement attachée à sa patrie ancestrale. Cependant, une étude plus approfondie a atténué cette certitude. On pense désormais largement que ces objets ont été fabriqués en Angleterre même, inspirés peut-être par des styles scandinaves plutôt qu'importés des côtes scandinaves. En conséquence, la question de leurs véritables origines reste ouverte. Le nom Weher lui-même porte une résonance discrète mais puissante dans le monde de la légende héroïque. De nombreux érudits l'ont considéré comme une forme familière abrégée du nom Widsdan, le guerrier de Beowulf et père du jeune héros Wiglaf, dont la loyauté surpasserait toutes les autres à la fin tragique du poème. Une telle identification placerait Weher parmi l'élite du Nord, un homme façonné par la politique et les vendettas sanglantes des rois Skilfing, dont le monde est évoqué par Beowulf à travers des éclairs de violence et de splendeur. Dans cette perspective, Weher n'aurait pas été un simple chef migrant, mais une figure de noble lignée qui portait avec lui le prestige d'une dynastie scandinave lorsqu'il traversa la mer vers l'Est-Anglie. Ce lien renforce également le lien longtemps soupçonné entre les Woofingers de l'Est-Anglie et la maison royale suédoise. La revendication des Woofingers de descendre des anciens rois et en fin de compte de Woden lui-même trouve un écho littéraire dans Beowulf, où la lignée, la loyauté et l'ascendance divine sont les fondements du pouvoir légitime. Néanmoins, la vie et le règne de Weher échappent presque totalement à l'histoire. On ne sait rien de certain sur ses actions ou son gouvernement, car aucun document écrit, s'il en a jamais existé, n'a survécu à cette époque obscure de l'Est-Anglie. À un moment inconnu, Weher fut remplacé par son fils Woofer, qui, selon le chroniqueur médiéval Roger de Wendover, aurait régné sur le royaume dès l'an 571. Le nom Woofer est généralement compris comme signifiant « petit loup », une signification riche en puissance symbolique. De ce nom,
La dynastie prit le nom de Woofingers, le clan du loup, un titre qui évoque la férocité, la loyauté et le sang noble. Fait remarquable, ce nom est identique à celui des Wolfings, un clan renommé célébré dans Beowulf et dans le poème anglo-saxon Widsith. Dans la littérature héroïque, les Wolfings sont connus comme la maison régnante des Geats de l'Est, un peuple qui dominait les terres du sud de la Suède. À maintes reprises, la poésie du monde germanique ancien pointe vers le nord, suggérant que les ancêtres des Woofingers sont issus de ce royaume scandinave. Pourtant, l'identité précise de la maison régnante à laquelle ils appartenaient demeure insaisissable, obscurcie par le passage du temps et le mélange de l'histoire avec la tradition héroïque. L'importance de Weir est amplifiée par ce qui a suivi. Il était l'arrière-grand-père de Redwald, l'un des rois les plus puissants et les plus renommés de l'époque anglo-saxonne. Un souverain qui se tenait au carrefour des croyances païennes et chrétiennes et dont l'autorité était reconnue bien au-delà de l'Est-Anglie. On pense largement que Redwald a été inhumé dans la magnifique tombe-navire de Sutton Hoo, entouré de trésors dignes d'un roi de légende. Redwald, le fils le plus célèbre de la lignée des Woofingas, était reconnu comme Bretwalda, un suzerain parmi les rois anglais, son autorité s'étendant bien au-delà des terres plates et des voies navigables de l'Est-Anglie. La splendeur de Sutton Hoo demeure leur monument éternel, un navire préparé pour un voyage au-delà de la mort, chargé d'armes, de régalia et de symboles de souveraineté dignes d'un chant épique. Pourtant, les générations suivantes de la dynastie furent marquées par les troubles et le sacrifice. Des rois tombèrent au combat, furent assassinés lors de querelles, ou moururent en martyrs dans la lutte violente entre les anciens dieux et la nouvelle foi. Ilkwald, qui était le fils de Redwald, fut tué à cause de sa foi chrétienne. Sigebert, un autre fils de Redwald, ayant abandonné sa couronne pour sa foi, fut ramené de force à la guerre et tué. Anna et Ethelir, descendants de Redwald, tombèrent en combattant la puissance montante de la Mercie. Les Woofinga régnèrent à une époque où la royauté n'était jamais assurée et où les couronnes se payaient dans le sang. Le dernier roi de la lignée des Woofingas fut Elfwald. Avec lui, l'ancienne lignée des loups entra dans l'histoire. Aucun de ses fils ne poursuivit la lignée, et le sang royal de Weir, Woofer et Redwald disparut du trône. Bien que l'Est-Anglie soit resté un royaume, ces rois ne descendaient plus de la maison qui revendiquait une ascendance de Woden et une parenté avec les héros de Beowulf. Après les Woofingers, la royauté de l'Est-Anglie entra dans une ère plus fragile. Le royaume tomba de plus en plus sous l'influence et parfois la domination de voisins plus puissants, en particulier la Mercie. Le destin du royaume se scella en l'an 869, lorsque la grande armée païenne des Vikings déferla sur l'Est-Anglie. Le roi Edmond, plus tard vénéré sous le nom d'Edmond le Martyr, fut tué et l'ancienne royauté fut éteinte. L'Est-Anglie passa aux mains des Danois et fut plus tard absorbée dans le royaume unifié d'Angleterre. Dans l'aube ombragée de l'Angleterre anglo-saxonne, lorsque les royaumes étaient forgés par l'épée et le bouclier, un nom s'éleva au-dessus du fracas du fer et du rugissement de la mer. Aella. Aella, premier roi du Sussex et seigneur des Saxons du Sud, commença son règne en l'an 477 et régna jusqu'en 514. À une époque où la Bretagne tremblait entre la lumière déclinante de Rome et la tempête montante des Saxons, Aella se dressait en conquérant, chef de guerre et fondateur de royaume. Des siècles plus tard, le grand chroniqueur du 8e siècle, Bède, se souviendrait de lui non seulement comme d'un roi, mais comme d'un souverain doté de l'impérium, un homme qui exerçait la suzeraineté sur d'autres royaumes anglo-saxons. À la fin du 9e siècle, la chronique anglo-saxonne irait encore plus loin, le nommant le premier, Bretwalda, le souverain de la Bretagne, un titre réservé à ceux dont le pouvoir dépassait les frontières et dont la volonté façonnait le destin du pays. Bède énumère 7 rois qui ont exercé une telle suprématie. Aella est le premier d'entre eux. Il n'était pas un monarque chrétien guidé par la croix. Il était un roi des anciens dieux, un seigneur des guerriers, forgé dans la bataille,
régnant à une époque où le destin s'écrivait dans le sang et l'acier. Ceci est l'histoire d'Aela, le premier Bretwalda, le roi fondateur du Sussex, et l'un des premiers géants de l'âge sombre et légendaire de l'Angleterre. La chronique anglo-saxonne a été compilée dans le royaume de Wessex vers l'an 890 pendant le règne d'Alfred le Grand. Bien qu'elle ait été consignée sur parchemin 4 siècles après l'époque d'Aela, elle préserve les échos d'une mémoire bien plus ancienne, tirée de chroniques antiques, de traditions guerrières et du souffle vivant de la saga. Et dans ces annales, le nom d'Aela brille de mille feux. En l'an 477, nous dit la chronique, Aela arriva en Grande-Bretagne avec ses 3 fils, Simon, Welsing et Sisa, traversant la mer Grise à bord de 3 navires. Ils ont accosté à un endroit qui fut ensuite connu sous le nom de Simon Chaud, et là, ils se sont jetés sur les Bretons avec une fureur implacable. Beaucoup furent tués, d'autres furent chassés dans la terreur vers la vaste forêt d'Andreslag, engloutis par ses profondeurs ombragées. En l'an 485, Aela rencontra de nouveau les Bretons au combat, cette fois-ci sur les rives du ruisseau de Mercred. L'acier s'entrechoqua contre l'acier et le destin des terres du sud fut scellé dans le sang. D'autres récits de la bataille émergent de traditions ultérieures et plus élaborées. Parmi eux se trouve la version proposée par Henry de Huntingdon, l'historien du XIIe siècle, qui dépeint une scène plus mesurée et complexe. Dans son récit, lorsqu'Aela et ses fils affrontèrent les Bretons lors de la bataille, aucune des deux parties ne remporta une véritable victoire. Le combat ne s'est pas terminé par un triomphe, mais par une impasse, et de cet équilibre précaire est née une promesse d'amitié entre les deux peuples. Pourtant, sous cet accord fragile, l'ambition persistait. Après la trêve, on raconte que les Anglo-Saxons auraient envoyé un message au-delà de la mer vers leurs terres germaniques d'origine, appelant des renforts. La paix qui avait été jurée n'était peut-être guère plus qu'une pause avant la tempête. Écrivant au XIVe siècle, le chroniqueur Roger de Wendover ajoute d'autres détails, nommant le chef des forces britanniques Aurelius Ambrosius, une figure longtemps associée à la résistance contre l'avancée saxonne. Ainsi, au fil des siècles, l'histoire s'enrichit et devient plus complexe à mesure que les chroniqueurs cherchent à éclairer l'affrontement qui a contribué à façonner le destin de la Grande-Bretagne des premiers temps. En l'an 491, la chronique anglo-saxonne évoque un siège terrible et décisif. Aela et son fils Sisa encerclèrent la forteresse d'André d'Icester. Lorsque ces murs tombèrent enfin, nul à l'intérieur ne fut épargné, pas un seul Breton ne survécut. L'ancien ordre fut balayé et la terre passa entièrement aux mains des Saxons. Ainsi, Aela se tailla un royaume par le feu et le fer. La chronique le mentionne une fois de plus en l'an 827, où il est rappelé comme le premier des 8 Bretwald, les souverains de la Grande-Bretagne. Ce titre, d'abord mentionné par Bede, puis élargi pour inclure Egbert de Wessex, désignait ces rois dont l'autorité surpassait toutes les autres, des suzerains dont le pouvoir projetait de longues ombres sur le pays. Les érudits débattent depuis longtemps de la véritable signification de cette suprématie, de l'étendue réelle de la domination d'Aela et de la solidité de sa mainmise sur le sud de l'Angleterre. Pourtant, un fait demeure incontesté. Son nom figure en premier. Entre Aela et le roi suivant, nommé parmi les suzerains de Bede, Selwyn de Wessex, à la fin du VIe siècle, il existe un silence dans les archives, un long et profond vide. C'est comme si l'époque d'Aela formait un monde à part, un chapitre féroce et fondamental dans la création même de l'Angleterre. Il n'était pas simplement un roi du Sussex. Il fut retenu comme le premier à s'élever au-dessus des rois, le premier Bretwalda, un chef de guerre de l'aube primitive dont l'arrivée a bouleversé le destin même de la Grande-Bretagne. Cependant, contrairement aux fières généalogies conservées par les autres royaumes anglo-saxons, le Sussex demeure voilé de silence, sa lignée royale à moitié perdue dans la brume et la mémoire. Pourtant, la tradition veut que Sisa, le fils d'Aela, ait succédé à son père à sa mort. Sisa, qui s'était tenu aux côtés d'Aela lors de la difficile fondation du royaume des Saxons du Sud, est considéré comme son héritier, un prince forgé par les mêmes feux de la conquête.
La ville de Chichester, mentionnée pour la première fois dans la chronique anglo-saxonne en l'an 895, est censée porter son nom. Faible mais durable écho de son règne. Et puis, le silence. Pendant plus d'un siècle et demi après Cisa, les archives deviennent obscures. Aucun exploit n'est raconté, aucune lignée n'est certaine. Nous ne savons pas s'il a laissé des fils pour hériter de sa couronne, si des conflits ont éclaté entre des frères se disputant le royaume de leur père, ou si sa lignée s'est éteinte dans l'obscurité. Le prochain roi à sortir de cette obscurité pour entrer dans la lumière de l'histoire est Ethelwea, connu comme le premier roi chrétien du Sussex. Sous son règne, l'ancien ordre païen commença à céder la place à la croix. Son règne ne s'est pas achevé dans la paix, mais dans la violence. Aux alentours de l'an 685, il fut tué lors d'une invasion menée par Caedwalla, le féroce prince saxon de l'Ouest, qui allait bientôt revendiquer le trône du Wessex. Après la chute d'Ethelwea, le Sussex a brièvement vacillé sous des souverains de moindre importance, peut-être des seigneurs locaux, mais l'indépendance du royaume avait été brisée. Au début du 8e siècle, le Sussex se trouvait d'abord sous la domination du Wessex, puis de la Mercie, et il ne s'élèverait plus jamais en tant que puissance souveraine. Ainsi, bien que des hommes aient porté plus tard le titre de roi dans le Sussex, Ethelwey est probablement considéré comme le dernier véritable souverain indépendant des Saxons du Sud, avant que leur royaume ne soit absorbé par des royaumes plus puissants. Et au-dessus d'eux tous, dominant à l'aube de leur histoire, se dresse Aella. Lui seul brille d'une renommée intacte. Le premier Bretwalda, le chef de guerre qui a taillé un royaume sur une terre disputée, le conquérant qui a combattu les Bretons alors que l'Angleterre elle-même était encore en train de naître. Pourtant, la véritable mesure de sa grandeur nous échappe, perdue dans la longue nuit entre la mémoire et le mythe. À l'aube brumeuse du premier âge de l'Angleterre, lorsque le vent marin portait les voiles des étrangers et que des bandes de guerriers taillaient des royaumes dans la brume et la mémoire, un nom est apparu, Ida. Il demeure le premier roi dont on se souvienne de Bernicie, régnant d'environ l'an 547 jusqu'à sa mort en 559. De Ida naquit une lignée royale destinée non seulement à survivre, mais à conquérir, brisant la résistance des Bretons et forgeant à partir de terres divisées le redoutable royaume de Northumbrie. La chronique anglo-saxonne nous dit qu'il a régné pendant 12 ans et qu'il a établi sa forteresse à Bamburgh. Là, sur un éperon noir de pierre volcanique où se dressait autrefois une forteresse brittonique, Ida s'empara de la citadelle par la force et la transforma. Depuis ce siège, il gouvernait, et depuis cette hauteur, ses descendants régneraient comme rois de Bernicie. Ici commence l'histoire d'une dynastie et la création d'un royaume. Ceci est son histoire. Selon la chronique anglo-saxonne, il est écrit « En l'an de grâce, 547 Ida monta sur le trône, et de lui naquit la première lignée royale des Northumbriens. Il était le fils d'Eupa, Owepa, fils d'Essa, Essa, fils d'Ingi, Ingi, fils d'Anguinite, Anguinite, fils d'Alok, Alok, fils de Bénoc, Bénoc, fils de Brand, Brand, fils de Bald, Bald, fils de Woden. » Ainsi, les rois des Nordiques faisaient remonter leur lignée non seulement à des hommes, mais à la légende, une ascendance qui dépasse la mémoire, jusqu'aux confins du crépuscule des dieux. Avant que l'Angleterre ne soit un royaume, avant même qu'elle ne soit un peuple, il y avait une frontière. Le long de la froide lisière de la mer du Nord, où les vents fouettèrent les falaises et où la terre elle-même semblait taillée dans le fer, un chef de guerre aborda la côte. Il s'appelait Ida. L'histoire se souvient de lui comme du premier roi de Bernicie. Pourtant, il n'a pas hérité d'une couronne. Il s'est emparé d'une côte. En l'an 547, à la tête d'un groupe de colons angliens venus d'au-delà de la mer du Nord, il a débarqué sur une terre déjà ancienne, déjà revendiquée, déjà défendue. Ce n'était pas un territoire vide. C'était la Grande-Bretagne, une terre de forts sur les collines, de grands bâtiments romains, d'anciens dieux, de routes romaines et de royaumes celtiques qui avaient perduré pendant des siècles après le départ des légions romaines.
Pour les nouveaux arrivants, c'était un endroit à conquérir. Les Angles étaient des gens de la mer, des migrants, des pillards, des agriculteurs et des combattants venant des côtes du nord de l'Allemagne et du sud du Danemark. Ils ne sont pas arrivés comme une armée d'une seule nation, mais comme des bandes de guerre séparées, des maisonnées de guerriers unis par la loyauté envers un chef, plutôt que par la loyauté envers un État. Leur culture était dure mais fière, où le destin régnait sur tout. La gloire d'un homme ne vivait que dans sa réputation, et la réputation ne vivait que dans la victoire. Leur société tournait autour de la bande de guerre, les compagnons du foyer qui combattaient aux côtés de leur seigneur festoyaient avec lui et mouraient avec lui. Les anneaux d'or n'étaient pas que des richesses, mais des promesses. Un roi était un dispensateur d'anneaux, et la loyauté ne s'achetait pas avec de la monnaie, mais avec de l'honneur. Ida était l'un de ces chefs de guerre, peut-être un réfugié des conflits d'outre-mer, peut-être un aventurier ambitieux, peut-être un noble dépossédé cherchant une nouvelle patrie. Les archives ne le précisent pas, mais il n'est pas arrivé comme un colon demandant la permission, mais comme un conquérant revendiquant son destin. Au cœur de la légende d'Ida se dresse une forteresse, Bambra. Elle s'élevait sur un éperon volcanique noir au-dessus de la mer, presque imprenable, longtemps tenu par les Bretons qui comprenaient en sa valeur. Celui qui tenait ce rocher contrôlait la côte et les plaines environnantes, et Ida l'a attaqué. On ne nous dit pas comment, que ce soit par siège, trahison, famine ou assaut, seulement qu'il s'en est emparé et qu'ensuite il l'a reconstruite pour en faire son siège royal. Des salles en bois remplacèrent les défenses britanniques, des bannières flottèrent sur ses hauteurs et la forteresse devint le centre d'un nouveau royaume. De ce rocher, la Bernicie est née. Les Britons ont résisté farouchement. Ils connaissaient le terrain. Ils occupaient des collines fortifiées et ils comprenaient que cet ennemi ne cherchait pas un tribut, mais leur remplacement. Des batailles ont probablement éclaté le long des vallées fluviales et des routes romaines, sous forme d'embuscades, d'escarmouches et d'assauts soudains. Pendant des années, la frontière a oscillé d'un côté à l'autre. Mais les Angles avaient un avantage, la persévérance. Une troupe de guerriers vaincus pouvait fuir. Un peuple migrant revenait simplement. Chaque génération s'enfonçait davantage dans les terres. Les bastions britanniques tombaient un à un, et le territoire autrefois partagé devenait un territoire perdu à jamais. Ida n'a peut-être pas conquis de vastes terres lui-même, mais il s'est taillé le point d'appui qui a rendu la conquête inévitable. Ce qui comptait le plus n'était jamais ce qu'Ida avait gagné, mais ce qu'il avait commencé. De son débarquement sur la côte nord est née une dynastie, les Idingas. De ce seul point d'appui a grandi un royaume d'Angles s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le nord de l'Angleterre et les basses terres du sud de l'Écosse. Au début, il était divisé. Bernicie au nord et Deira au sud, des royaumes rivaux partageant une terre mais pas une couronne. Puis, vers l'an 604, le petit-fils d'Ida, Æthelfrith, les a unis. Il était l'un des grands descendants d'Ida. Il a mené une guerre sans relâche contre les Bretons, a abattu la puissance de Dalriada et, lors de la bataille de Chester, a brisé une grande alliance de royaumes autochtones. Avec cette victoire, l'ancien ordre de la Bretagne romaine s'est finalement effondré dans le nord et la Northumbrie s'est élevée non seulement comme un territoire, mais aussi comme une puissance redoutée à travers l'île. Un autre descendant célèbre d'Ida était Osweu, le premier véritable roi d'une Northumbrie pleinement constituée. Au bord de la rivière Wimwaered, il affronta Pendad Mercy, le dernier grand chef de guerre païen des Anglo-Saxons, et le détruisit. À partir de ce moment-là, l'autorité d'Oswiu s'étendit bien au-delà de ses propres frontières, et il fut salué comme suzerain dans une grande partie de la Bretagne, le Bretwalder. Pendant près de 2 siècles et demi, chaque souverain légitime de Northumbrie faisait remonter son sang jusqu'à Ida. La royauté était une question de lignée, la légitimité venait de l'ascendance. Le trône n'appartenait pas seulement aux plus forts, mais à la maison qui avait fondé le royaume. Même à la fin du 8e siècle, le roi Osred II portait encore le sang du premier conquérant qui s'était emparé du rocher côtier. Mais après sa mort, en l'an 790, l'ancienne lignée royale disparut de la couronne. La Northumbrie passa aux mains de dynasties rivales.
et la descendance sacrée autrefois revendiquée comme issue de Woden s'effaça de la royauté. Pourtant, le sang subsista dans le nord. Les généalogies deviennent incertaines après ces années, mais les chroniqueurs continuent de considérer les souverains de Bamberg comme les héritiers des anciens rois berniciens. Parmi eux se tenait Uhtred le Hardi, un descendant de l'ancienne lignée, régnant depuis la même forteresse qu'Ida avait conquise près de 5 siècles auparavant. De son vivant, le royaume lui-même était fracturé par la conquête viking et la reconquête anglaise, mais Bamberg demeurait le siège d'une seigneurie du Nord, presque une principauté en tout sauf le nom. Uhtred et son roi gouvernaient en seigneurs des marches, combattant les Écossais, négociant avec les souverains nordiques, servant et parfois défiant les rois d'Angleterre. En tant que comte de Northumbrie, il tenait toute la région sous sa coupe, dernier écho des rois guerriers qui avaient autrefois régné librement depuis la mer du Nord. Puis vinrent les Normands. Après la conquête de 1066, l'ancien ordre des Anglo-Saxons prit fin. La lointaine lignée d'Ida ne régnait plus sur le nord, et Bambra elle-même fut démolie puis reconstruite en pierre par de nouveaux maîtres. En l'an 1095, Guillaume II assiégea la forteresse lors d'une rébellion, et après cela, elle passa définitivement entre les mains royales. La dynastie avait disparu, le royaume avait disparu, mais le commencement demeurait. Car avant que l'Angleterre n'ait une seule couronne, avant qu'elle n'ait un seul peuple, un chef de guerre gravit un rocher noir au-dessus de la mer et en fit son trône. De cet acte sont nés des rois, des royaumes et des siècles d'histoire. Et à l'origine de tout cela se trouvait Ida, le premier seigneur anglo-saxon du Nord et l'étincelle dont était née la Northumbrie. Esquine d'Essex est reconnu comme le premier souverain des Saxons de l'Est, l'ancêtre de la dynastie qui, un jour, tiendrait Londres au 7e siècle. Il appartient à l'aube de l'Angleterre anglo-saxonne, à l'époque des grandes migrations, une période qui se situe entre l'archéologie et les sources écrites, approximativement de la fin du Vieux siècle au milieu du 6e siècle. Même son nom porte une signification. Esque pourrait signifier le frêne, mais aussi la lance en bois de frêne, l'emblème du guerrier. Wyn signifiait ami, protecteur, le compagnon d'un seigneur. Son nom signifie donc ami de la lance ou protecteur de la bande guerrière. Dans le monde dans lequel il vivait, la royauté exigeait plus que le pouvoir. Elle exigeait une ascendance sacrée. Les maisons royales retracèrent leur lignée jusqu'au domaine du mythe, et de façon unique parmi les premières dynasties anglaises. On disait qu'Esquine descendait de Siaxnit, le dieu tribal des Saxons eux-mêmes, un ancêtre divin qui incarnait l'identité du peuple. Alors que nous le voyons comme un homme, un souvenir ou une légende, Esquine se tient au seuil de l'histoire anglaise, au moment où les bandes de guerriers errants sont devenus des royaumes. Voici son histoire. Parmi tous les dieux dont se réclamaient les premiers rois anglais, Wodin, Ing, Til, un seul se distingue. Ce n'est pas une divinité germanique universelle, ni partagée par la Scandinavie ou le continent en général, mais un dieu appartenant spécifiquement au peuple saxon lui-même, Siaxnit. Son nom ne subsiste que dans les généalogies et les serments. Il définissait qui les Saxons pensaient être. Le nom se décompose en 2 éléments de l'ancien anglais. Sayax, le long couteau à un seul tranchant porté par chaque guerrier saxon. Un outil, une arme, un symbole ethnique. La tribu elle-même en a tiré son nom. Ned signifie compagnon, parent ou partisan. Donc, le nom signifiait probablement seigneur des Saxons. Il apparaît dans une renonciation baptismale continentale utilisée pour convertir les Saxons au christianisme, déclarant « Je renonce à Tunor, Wodin et Siaxnit ». Ceci est important car cela prouve que les missionnaires pensaient qu'il était suffisamment important pour que les convertis doivent officiellement l'abandonner, ce qui signifie qu'il était un dieu central pour leur identité et non un esprit mineur. Siaxnit était probablement un dieu ancestral, ou le véritable père du peuple saxon, un patron de la guerre ou un gardien des guerriers, et de la loyauté.
un marqueur identitaire qui séparait les Saxons des autres tribus germaniques. La lignée royale des Saxons de l'Est faisait remonter sa descendance non pas principalement à Odin, mais à Siaxnit. Cela avait une portée politique. La plupart des royaumes anglais revendiquaient un prestige divin, mais les Saxes revendiquaient une légitimité ethnique, ce qui signifiait que leur roi n'était pas seulement choisi par les dieux, il était parent des Saxons eux-mêmes. Cela aurait été extrêmement puissant pendant l'époque des migrations, lorsque les populations étaient encore en train de former leur identité. À travers les eaux froides de la mer du Nord, le long des côtes battues par le vent du monde saxon continental, les marécages du nord de l'Allemagne, les rivages noyés de brume du Jutland. De cet horizon venait le peuple que l'on appellera plus tard les Saxons de l'Est, et parmi les chefs dont les descendants se souviennent se dresse Esquin des Sex. Dans des tombes à travers les Sex, les archéologues ont trouvé des urnes cinéraires identiques à celles utilisées dans la région de l'Elbe, au nord de l'Allemagne. Les broches enterrées avec les femmes correspondent au style porté sur la côte continentale. Les armes placées à côté des morts suivent les coutumes des groupes de guerriers saxons. Et même les motifs animaliers gravés dans les objets en métal ressemblent fortement à ceux produits dans le nord de l'Allemagne. En d'autres termes, l'Essex primitif ne s'est pas développé progressivement à partir de la population britannique locale. Elle est apparue comme une communauté déjà formée, une société amenée d'outre-mer et établie sur une nouvelle terre. Esquin n'était probablement pas le chef d'une seule armée d'invasion. Au lieu de cela, il était plus probablement le chef d'un groupe de clans migrants, de familles, ainsi que de guerriers se déplaçant avec leurs biens et leurs animaux à la recherche d'une nouvelle terre où s'installer. Pendant longtemps, l'histoire a imaginé l'arrivée des Saxons comme une conquête soudaine, de grandes flottes débarquant, des villes en flammes, des armées s'affrontant sous les murailles. Mais les preuves racontent une histoire plus lente et plus silencieuse. À la fin du XIe siècle, de petites embarcations commencèrent à entrer dans les estuaires le long de la côte est de la Grande-Bretagne. Les nouveaux arrivants ne se sont pas dirigés vers les villes romaines abandonnées. Au lieu de cela, ils se sont installés dans les marais, ont cultivé les vallées et ont vécu près des eaux qu'ils connaissaient déjà. Avec le temps, les implantations se sont multipliées. Les sépultures contenaient des femmes et des enfants ainsi que des guerriers, et des routes commerciales se sont formées entre les communautés. Ces gens n'étaient plus des pillards, ils sont devenus des habitants. Au début du Xe siècle, les groupes dispersés avaient besoin d'une autorité. Des alliances se sont formées, des chefs rivaux se sont affrontés, et une lignée a progressivement pris le dessus sur les autres. Ici, la mémoire postérieure place Esquin des Sex non pas comme le premier Saxon à arriver, mais comme le chef qui a uni les colons. Pourtant, la Bretagne n'était pas vide. Les communautés romano-britanniques vivaient encore dans des forts sur les collines, au point de passage des rivières et dans les vestiges déclinants de l'ancienne cité impériale, Londinium. Pendant des décennies, le territoire fut partagé dans une coexistence tendue entre les agriculteurs britanniques, les colons saxons et des bandes de guerriers rivales. La lutte ne fut pas une seule bataille, mais de nombreuses années de tension. Les nouveaux arrivants n'avaient pas à prendre d'assaut les remparts de Londres. Au lieu de cela, la campagne changea lentement de main. Les villages saxons contrôlaient les terres agricoles, les routes et les voies commerciales. Privée de ravitaillement, l'ancienne ville romaine déclina davantage. Certains habitants sont partis. D'autres sont restés et se sont adaptés. Lorsque les rois saxons de l'Est ont ouvertement régné sur Londres, ils ont hérité d'un lieu déjà transformé. La conquête n'avait pas été soudaine, elle avait été progressive et finalement inévitable. Dans les siècles suivants, lorsque les moines ont tenté de donner à chaque royaume un commencement digne de mémoire, ils ont raconté une histoire puissante. Ils disaient qu'Esquin des Sex s'était autrefois tenu sous les bannières d'Octa de Kent, un souverain de moindre rang soumis à un plus puissant, jusqu'au jour où il refusa de s'incliner. Selon la tradition, les deux rois se sont affrontés en l'an 527, quelque part le long des marais de la rivière Lee. Là, selon la légende, Esquin a vaincu Octa et a brisé à jamais l'autorité du Kent, et de cette victoire naquit le royaume des Saxons de l'Est.
En réalité, le monde saxon primitif de la Tamise était une frontière. Des bandes rivales de guerriers s'observèrent de part et d'autre des rivières et des marécages. Les alliances changeaient, les chefs se disputèrent le pouvoir, et avec le temps, une lignée s'est imposée au-dessus des autres. Le souvenir de cet homme qui a uni les Saxons de l'Est et n'obéissait plus au royaume voisin a survécu longtemps après que les détails aient été oubliés. Les écrivains médiévaux en ont fait un événement héroïque unique. Un roi, une bataille, une victoire. Bien qu'il soit compté parmi les royaumes de l'Angleterre anglo-saxonne, l'Essex n'a jamais laissé une richesse d'archives comparable à celle conservée par ses voisins. Aucune chronique locale ne raconte son histoire. Peu de chartes ont survécu. Dans les grandes histoires de l'Angleterre ancienne, il n'apparaît que brièvement, un royaume se tenant plus souvent dans l'ombre des autres que dans la lumière de sa propre renommée. Pendant une grande partie de son existence, les rois descendaient d'Esquin d'Essex, et ils étaient soumis à des puissances plus fortes, tantôt le Kent, tantôt l'Est Anglie, puis la Mercie. Pourtant, leur lignée a perduré, et parmi eux s'est élevé Cerbère d'Essex, le premier roi saxon de l'Est à accepter le christianisme. Même alors, l'ancien monde ne disparut pas immédiatement. Après sa mort, ses fils sont revenus ouvertement au culte de leurs dieux ancestraux, permettant à leur peuple d'honorer les idoles de leurs ancêtres, rappelant que la foi ne change pas en une seule génération. Ce n'est qu'au fil des décennies que les souverains de l'Essex ont rejoint la conversion des royaumes anglo-saxons. Mais l'époque des petits royaumes touchait à sa fin. Au début du IXe siècle, le dernier souverain des Saxons de l'Est, Sigrid d'Essex, n'était plus l'égal des autres rois. D'abord, réduit au rang de seigneur subordonné, il fut finalement contraint de se soumettre à Egbert de Wessex. Il céda son royaume en l'an 825. À partir de ce moment, l'Essex cessa d'exister en tant que royaume indépendant, absorbé par une puissance plus grande qui deviendrait un jour l'Angleterre. Ainsi prit fin la lignée royale, la dynastie qui prétendait descendre de Saxnet, l'ancien dieu des Saxons, et dont les origines remontaient à un fondateur dont on se souvenait à travers les siècles. Le royaume disparut, mais la mémoire demeura. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un merci tout particulier à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.